Comme les masques qu'il a collectés en Océanie au début de sa carrière et qui deviendront aussi le sujet de sa première thèse, l'ethnologue Jean Guillard a pu donner à voir plusieurs visages de sa personnalité énigmatique. C'est au cours d'un entretien qu'il nous a accordé en 2015 dans sa maison de Nouméa que nous avons pu parcourir avec lui une vie consacrée au travail, riche en contrastes et si intimement liée à la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, il y débarque en janvier 48 avec une licence de lettres et un certificat d'ethnologie en poche, fraîchement diplômé des langues orientales en adjé, langue de la région de Wailou. Il prend son poste à l'Institut français d'Océanie, l'IFO, qui vient d'être créé. L'Institut regroupe pour démarrer seulement 5 laboratoires scientifiques, dont celui d'ethnologie. Jean Guillard en prend la tête. Il devient, du haut de ses 22 ans, le premier chercheur en ethnologie installé en permanence sur place. Pour comprendre cette nomination assez inattendue, il faut remonter quelques années en arrière et saisir initialement son engagement religieux et surtout sa rencontre avec Maurice Lénart. Maurice Lénart, pasteur protestant missionnaire qui a fondé la mission de Doneva, est une personnalité connue en Nouvelle-Calédonie. Fin connaisseur de la région de Wailou dont il parle la langue couramment, il enseigne, forme, évangélise pendant près de 20 ans, tout en collectant les éléments de la culture et de la tradition orale. L'ensemble des notes et du matériel récolté sera rassemblé dans son travail d'ethnologie qui fait encore date à ce jour. Je l'ai rencontré à 15 ans dans un camp de la commission missionnaire des jeunes de la Société des missions protestantes de Paris. Et j'étais emballé, d'abord parce qu'il avait une barbe fleurie, ce qui m'a épaté. Je m'étais toujours demandé quand j'étais gosse ce que ça voulait dire une barbe fleurie. Et puis parce qu'il nous a fait des séries de conférences sur le mythe, bien avant Lévi-Strauss. Il avait défini le mythe comme une capacité de construction intellectuelle, comme une forme de pensée, bien avant que Lévi-Strauss ne parle de pensée mythique. Et c'était très intéressant. Il le racontait de façon très vivante et très illustrée. À côté, on avait un ancien gouverneur du Sénégal qui nous racontait des histoires sur l'islam en Afrique qui n'étaient pas inintéressantes, mais c'était beaucoup moins enthousiasmant. La qualité intellectuelle n'était pas la même. Et puis je l'ai revu tous les ans, comme ça. Et puis à Paris, je le voyais de plus en plus souvent, puisque j'allais suivre ses cours. J'y voyais des gens intéressants, comme Maurice Lenormand, comme le linguiste Audricourt. Et j'ai réussi à terminer une licence avant d'être recruté pour l'Orstom. Mais revenons à Nouméa, avec Jean Guillard. Ce Lyonnais, fils d'une lignée de médecins du côté paternel et de banquiers et de médecins anglo-germaniques de l'autre à tradition protestante, raconte son enfance bourgeoise. Je suis né le 22 juillet 1925 à Lyon. Mon père était professeur à la faculté de médecine de Lyon, mon grand-père aussi, et je suis d'une famille de médecins internationaux ou de banquiers. Mais du côté français, nous étions officiers de santé depuis Colbert à Chézy-sur-Marne, dans la même maison, qui existe encore. On soignait les pauvres gratuitement et on faisait payer les riches selon un règlement qui était établi à Paris par le ministère de l'époque. C'était l'ancêtre de la sécurité sociale. Nous étions 5, 2 filles et 3 garçons.
Mes deux aînés sont passés par Normale Supérieure. Ma sœur aînée est la première femme à être entrée à la rue d'Ulm, avant-guerre. Mon deuxième frère est passé par l'X. Et puis ma petite sœur est devenue médecin et c'est la seule de la famille. Nous avons vécu à Lyon une vie confortable, où il n'y avait bien sûr pas de machine à laver, pas de frigidaire, etc. C'était encore la vie comme on la concevait, comme on la vivait depuis 1900, mais avec beaucoup de confort et beaucoup d'animation. J'avais beaucoup de gens qui s'occupaient de moi, ça me dérangeait pas tellement. Le dimanche, j'avais une dame anglaise qui me venait me faire de l'anglais. Le jeudi, j'avais une dame polonaise qui venait me faire de l'allemand. Et puis le reste du temps, je lisais ou j'allais à l'école. Ma mère m'a mis à l'école très tôt parce qu'elle trouvait que je m'intéressais trop aux petites filles du voisinage. Alors, j'étais furieux, j'ai donné des coups de pied au directeur de l'école. On m'a mis dans une classe, dans le fond, et j'avais rien à faire parce que tous mes camarades ne savaient ni lire ni écrire, alors que moi, je savais lire et écrire à 4 ans et demi, grâce à ma mère, en 3 langues, en français, en anglais et en allemand. Ma mère était tellement persuadée que je passerais par le bachot qu'elle m'avait retenu à l'avance une place dans une école hôtelière en Suisse. Je ne sais pas comment elle avait fait d'ailleurs à cette époque-là. Et quand elle m'a dit ça, j'étais très vexé. Il paraît aussi regretter de ne pas avoir intégré des grandes écoles, comme il le souligne lors de son intégration à l'Orstom, qui deviendra l'IRD. Je suis rentré en même temps que Condominas, que Georges Ballandier, Mercier. On était 4 entrés en même temps. Mais Mercier et Ballandier étaient des normaliens. Moi, je sortais du néant. Plus encore, il essuie l'humiliation d'un mariage qui se rompt au bout de 3 mois à bord du paquebot des Messageries Maritimes Ville de Strasbourg, qui le laisse seul à Nouméa. En 1947, je suis arrivé à Tahiti, fin 1947. Et le 3 janvier 1948 à Nouméa. D'accord. Vous deviez passer par Tahiti avant d'arriver à Nouméa ? Ah ben oui, c'était le seul bateau. Les Messageries Maritimes, on faisait pas ce qu'on voulait. On n'avait pas encore le droit de monter dans un avion. Ma femme m'a plaqué au bout de 3 mois. En arrivant ici ? En arrivant ici. Mais à la colonie, ça arrivait souvent. Nouméa est minuscule, environ 15 000 âmes en 1948. Et dans ce bout de l'empire colonial bousculé par la guerre, transformé en Union française par le général de Gaulle, les indigènes qui ne s'appellent pas encore Kanaks viennent d'acquérir le statut de citoyen français l'année précédente, supprimant ainsi le travail forcé, mais pas encore l'impôt de capitation ou l'obligation de couvre-feu à Nouméa. Ma fonction était d'apprendre comment les choses fonctionnaient chez les Kanaks et comment on pouvait améliorer le fonctionnement de l'administration officielle par rapport à ça. Il découvre alors l'univers très segmenté qui partitionne la société calédonienne de l'époque. J'ai eu l'impression d'une république gouvernée par des épiciers. C'était la maison Ballande qui gouvernait tout. Et comme la maison Ballande avait été, pendant la guerre, très maréchaliste, je n'étais pas tellement en faveur. Les bureaux de l'IFO sont situés à Lansvata, dans les anciens bâtiments militaires de l'armée américaine, voisins de la maison dite du Rocher à la Voile, où les Calimbres passent leur week-end. Il y rencontre Joséphine, qui est la fille des domestiques Kanaks des Calimbres et adoptée par ceux-ci. Kanak déracinée de Lifou, elle est élevée à Nouméa dans l'aisance comme une bourgeoise de la colonie. Jean Guillard, dans le livre sur Jules Calimbre, qui rend hommage à l'homme d'affaires et à sa femme,
décrit avec nostalgie la vie autour du puissant entrepreneur de l'époque. C'est elle qui m'a rencontré, parce que c'est elle qui m'a choisi. C'est l'inverse de la méthode normale. Mais j'étais très content parce que j'avais beaucoup d'admiration pour elle. Mon épouse était le meilleur parti de Nouméa. Elle était kanak, mais c'est comme ça. Elle était la fille la plus sophistiquée, la mieux éduquée, et celle qui avait le plus tourné, en le sens qu'elle connaissait l'Australie, elle n'était pas comme les gens qui n'étaient jamais allés au-delà de la foi, ce qui était le cas de la bourgeoisie de Nouméa à l'époque. On n'allait pas au-delà de la foi. Cette union donne naissance à 3 enfants, Michel, René, Armand. Joséphine, forte personnalité et véritable pilier de la famille, a aussi 2 sœurs dont l'une s'est mariée en 1936 avec Maurice Lenormand. C'est grâce à lui que Jean Guillard rencontre sa future femme. Ils avaient eu l'occasion de se connaître à Paris en suivant ensemble les cours de Maurice Lénart. C'est moi qui l'ai fait présenter. Parce que le pasteur Charlemagne à Wailou avait pensé à moi. Je lui ai dit, moi, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Les catholiques ne voteront pas pour moi. Il faut prendre un catholique. Et je lui ai suggéré de s'adresser à Lenormand, qui était bien vu de l'évêché. Alors, parce que Charlemagne avait une qualité particulière, il avait été catholique avant d'être protestant. Moi, j'ai fait le lien avec Louis Callot et la ICLF. Le rôle politique de Maurice Lenormand fut très important durant près de 15 ans. Élu député, puis conseiller général, Lenormand dirigea le conseil de gouvernement local. Cette proximité avec le pouvoir politique lui donna probablement la tentation de la chose politique, bien qu'il s'en garde. Pendant près d'une dizaine d'années, de 1947 à 1956, et grâce au réseau protestant qui lui ouvre de nombreuses portes, et sur les traces de Maurice Lénart, il collecte, inventorie et cartographie la tradition orale dans ses moindres détails, dans une démarche qui a pour ambition de ne rien laisser échapper. Fort de ses connaissances, il renseigne, note et conseille l'administration sur la question indigène, et notamment celle des terres. Il se fait alors durablement des ennemis. Alors, au bout de 3 mois, j'ai eu un problème. Un colon de Poney-Réouin est allé à la gendarmerie en disant que je préparais une insurrection kanak. Monsieur Lénart m'avait demandé de ramasser et de mettre sur la carte tous les anciens emplacements, les habitats kanak, ce qui est logique. Mais ça ne plaisait pas du tout au milieu colon. Et sur le coup, je ne me suis pas bien rendu compte de la portée de ce que M. Lénart m'avait demandé. Et puis après, j'ai pris quelques précautions. Ceux-ci sauront se souvenir de lui lors de son aventure politique pendant les élections territoriales de juillet 1967 pour renouveler l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie. L'expérience, en plus d'être désagréable pour lui, tourne à la déroute. Il obtiendra sur la côte ouest 138 voix sur 5583. Mais il continue à travailler aussi bien en Nouvelle-Calédonie qu'aux Nouvelles-Hébrides, pas encore devenu Vanuatu. C'est au Vanuatu que je voulais travailler à l'époque. J'avais pris des contacts, je savais des choses, et puis le Vanuatu était plus archaïque que la Calédonie. Il n'y avait pas eu des insurrections successives, etc. Il y avait moins de sang versé. Et c'était plus facile. Enfin, ça paraissait plus facile. Et puis, j'ai reçu des instructions de Paris de faire la démonstration que je pouvais servir à quelque chose. Alors j'ai commencé un travail extrêmement long qui m'a mis 70 ans à mener à bout, de façon à avoir à la disposition un inventaire de tous les phénomènes culturels de la société kanak, où qu'ils soient, sur la Grande Terre, aux îles ou au Vanuatu. Et j'ai ramassé île par île,
lentement, progressivement, avec des méthodes de plus en plus au point et donnant de plus des résultats. Et j'ai fait des choses que personne n'a jamais fait, y compris chez les anglo-saxons. J'ai fait des couvertures généalogiques exhaustives à Lifou et au Vanuatu. Il écrit et publie abondamment. Rien que pour la seule année 1956, il arrive à publier jusqu'à 13 notes, rapports et autres publications. Certaines sont des généalogies minutieuses qui restent encore de nos jours de solides références, et une partie fera l'objet de sa thèse d'État qu'il soutiendra en 1963 sous le titre de « Structure de la chefferie en Mélanésie du Sud ». J'avais déposé un sujet de thèse sur la chefferie. Alors, j'ai ramassé tout ce qui existait, tout ce qui était concevable sur la chefferie en Calédonie, aux îles et au Vanuatu. J'avais Raymond Aron comme directeur de thèse. Dans mon jury, j'avais Lévi-Strauss. J'avais Raymond Foss, le spécialiste anglais. J'étais très content. J'ai réussi à l'avoir dans ma thèse. Lui, il était très content de venir pour une thèse à Paris, puis moi, j'étais très content. Je l'avais rencontré au Vanuatu, quand il était à l'hôpital anglais et qu'il avait une mauvaise grippe, quand il revenait de Tikopia. Alors j'ai eu aussi une très bonne relation avec Raymond Foss. Il tisse une relation comme on peut le faire avec cette autre personnalité énigmatique qu'est Claude Lévi-Strauss. Si ce dernier ne l'épargne pas lors de sa thèse, lui reprochant l'abondance d'informations au détriment de l'analyse, il lui reconnaît des qualités puisqu'il va le chercher pour enseigner à l'École pratique des hautes études, le PHE. Par moments, c'était un glaçon. Mais il pouvait s'améliorer, devenir plus chaleureux par moments, mais il était très difficile à manier. Très difficile. On ne savait jamais sur quel pied danser, ce qui pouvait le blesser ou ce qui ne pouvait pas le blesser. Il s'est transformé en sphinx. Et j'ai passé une partie de mon existence à chercher à aller au-delà de cette position pour savoir ce qu'il y avait derrière son attitude. Parce qu'il faisait ça, il faisait le coup à tout le monde. J'ai reçu une lettre où il m'offrait une chaire à l'École des hautes études si je voulais l'accepter. J'ai demandé à ma femme. On a dit si on peut attendre un petit peu parce qu'elle voulait attendre parce que ses parents adoptifs étaient âgés. Elle ne voulait pas les laisser tomber comme ça. Et ma belle-mère est morte. Lévi-Strauss s'est mis en route à ce moment-là. Et ça s'est très bien passé. J'ai eu le maximum de voix. Je suis arrivé. Je me suis rendu compte que les salaires, je n'avais jamais parlé avec Lévi-Strauss de traitement, etc. n'était pas terrible, que ça serait un peu difficile. Heureusement, nous avions acheté à l'avance un appartement à Clamart, ce qui nous a permis de tenir le coup. Puis, de 1973 à 1988, il prend non sans mal la tête du laboratoire d'ethnologie du Musée de l'Homme. Quand je suis allé au muséum, pour aller au Musée de l'Homme, parce qu'on avait apparemment besoin de moi, du moins on m'avait demandé, je n'ai pas eu la majorité des voix. Alors j'ai dû continuer le processus et avoir la majorité des voix à l'Académie des sciences et être nommé par le ministre contre mes collègues au muséum. Ce qui ne se faisait jamais. J'ai violé un tabou. Et ils m'ont fait payer. Mais la Nouvelle-Calédonie, même à Paris, il ne l'a pas vraiment quittée. Et elle se rappelle à lui, de manière brusque et inattendue, par l'intermédiaire de son fils, René. René est mis en prison le 10 janvier 1983, pour des raisons d'occupation de terre du côté de Netchaot. Pendant toute cette période de revendication et de tension, René sera instrumentalisé bon gré mal gré. Là, j'ai eu le problème de mon fils René. Mon fils René avait
était tombé d'un 5e étage à Paris. Il était tombé sur un mur où il s'était cassé la hanche en 8 morceaux. Et il était retombé après sur un tas de vieux journaux qui lui a sauvé la vie. Alors il a été opéré, on lui a mis des broches partout, et il fallait le rééduquer. Et je l'ai amené en Calédonie, d'abord à Tahiti, où il a réappris à marcher dans la piscine de ma femme, et puis ensuite à Hunjo, où il s'est mis à marcher, et puis à nager dans la mer, etc., pour se rééduquer. Alors, il s'est excité sur l'idée de... Ma femme avait la location de l'îlot Conienne, à Point-Bout. Et on était en train de lui enlever, par pure méchanceté d'ailleurs, en disant qu'on allait faire un hôtel sur Point-Bout, sur l'îlot Conienne. Mais c'est plein de moustiques, alors il aurait fallu voir comment ils auraient réussi à faire ça. Bon, alors, il s'est excité là-dessus, puis il s'est mis à faire le tour des villages en demandant aux gens de signer une pétition pour qu'on n'enlève pas l'îlot Conienne à sa mère. Les gens lui ont dit « Mais c'est bien, joli ça, on signe ta pétition pour te rendre service, mais comment est-ce que toi tu vas nous rendre service en échange ?» Alors il est parti dans l'idée, tout seul sur le terrain, de monter un mouvement de revendication foncière. Et il s'est très bien débrouillé. Mais alors, Dieu sait ce que ça a entraîné comme conséquence. C'est pour ça que la maison a été incendiée ici. Alors, elle a été pillée d'abord, ils ont cassé des portes, ils ont volé tout ce qui était volable, puis ensuite ils ont incendié la maison. Le nom de Guillard incarne alors l'indépendance pour certains. Son fils Armand et sa compagne de passage en Nouvelle-Calédonie en 1984 sont pris en otage à Bourail en échange du départ de son autre fils, René. Les gendarmes les font relâcher sans contrepartie au bout de 3 jours. De ces épreuves, sa famille et lui en sortent profondément marqués. Il en gardera un ressentiment que l'on retrouve au fil de ses publications. Des publications, il y en aura. Au terme de sa brillante carrière parisienne, lorsqu'il prend sa retraite, il crée la société d'édition Le Rocher à la Voile, en mémoire du nom de la maison des Calimbres. Avec un goût prononcé pour l'anecdote, il publiera notes, essais, romans, à un rythme impressionnant, où parfois la qualité des manuscrits est délaissée au profit de la quantité. Si on le connaissait enquêteur dans ses recherches, on le devine juge dans ses comptes rendus et notes lorsqu'il présidait la Société des océanistes. Il se révélera polémiste, souvent féroce, parfois blessant. Il écorne, griffe pour qui ose s'aventurer dans son champ d'expertise, qui finalement est au-delà de l'ethnologie, la Nouvelle-Calédonie. À la fin de l'entretien, concernant le devenir de la Nouvelle-Calédonie, il nous livre ce conseil. Moi, au Vanuatu, j'ai soutenu l'indépendance parce que le gouvernement français et le gouvernement anglais soutenaient l'indépendance parce que c'était leur solution. Il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait pas d'autre légalement possible dans les circonstances particulières des Nouvelles Hébrides. Mais ici, je suis pour le maximum d'autonomie kanak à l'intérieur de la République. C'est-à-dire qu'on leur foute la paix, qu'on les laisse se débrouiller entre eux pour le maximum de choses, au lieu de vouloir s'en mêler. Toujours discret jusqu'à l'effacement, parfois énigmatique jusqu'à l'ambiguïté, il a cultivé les paradoxes. Notamment celui d'avoir été témoin engagé par son mariage et acteur distant par son métier des transitions et des bouleversements du pays. Il aura finalement été le dernier ethnologue en situation coloniale qui, tel un photographe, a pu saisir ce qui constituait la tradition orale d'une période révolue et qui désormais s'inscrit dans le patrimoine historique de la Nouvelle-Calédonie.